Je vais donner maintenant la parole à Philippe Laurier, qui travaille à ParisTech Entrepreneur, l'incubateur de ParisTech porté par notre école Télécom ParisTech, et qui donc va vous donner quelques résultats de ce benchmarking qu'on a fait avec nos homologues de 4 autres grandes universités européennes. Merci. Effectivement, le modèle qui a été proposé par Skolkovo est très intéressant. Alors, my slides are in English, so I shall speak in French, but sometimes if there is something more, I can try to introduce it in English if, for our Russian colleagues. Je crois que c'est oui. Le modèle de Skolkovo est très intéressant. On va faire une petite comparaison avec ce qu'on a pu retirer des différents modèles européens, voir leurs dimensions culturelles, historiques, autant que financières, industrielles et autres, puisque ces différents paramètres interagissent, et essayer de voir d'abord quelle est la dimension territoriale qui peut jouer. On constate qu'en France, elle joue très peu. On a bien sûr des pôles de compétitivité qui ont été créés, plusieurs dizaines, des technopoles qui ont été créés, mais qui sont assez différentes. Nos technopoles sont assez différentes quand même de Skolkovo. Et il faut reconnaître que je ne connais pas une seule rupture technologique qui, en France, soit sortie d'une grande technopole, mais à moins d'un oubli. C'est donc à la fois une réussite en termes d'emploi, mais pas nécessairement en termes de rupture technologique. Et quand on compare avec d'autres pays, par exemple l'Italie, on s'aperçoit qu'eux ont une vraie dimension régionale lorsqu'ils cherchent à lancer quelque chose. Nos collègues de Turin, Politecnico di Torino, le mot Torino est aussi important que Politecnico, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une approche très régionale avec les autorités locales pour essayer de se brancher sur le tissu industriel local, pour essayer d'interagir avec quantité d'acteurs, ce qu'on fait un peu moins, et puis on est dans une capitale, donc on a affaire plus à des administrations, des sièges sociaux, mais eux vont vraiment innerver avec le tissu industriel. Et un exemple de ça, ça va être le fait que les autorités régionales ou locales payent l'incubateur de Polytechnique de Turin pour aider, paradoxalement, ses concurrents régionaux. C'est-à-dire que Polytechnique est prié d'aider les autres incubateurs régionaux à monter en qualité, monter en puissance, évidemment créer des passerelles, mais cette logique, vous voyez, de coopération qui est implicite chez ParisTech, est ici élevée à un niveau bien supérieur, qui est un mariage territorial au niveau de la région ou des zones alentours, pour essayer d'être vraiment dans une logique de dialogue entre gens qui normalement sont concurrents. Je parle des incubateurs. Logique régionale qu'on retrouve également chez les Allemands. Je me souviens que j'avais eu affaire un jour à l'université de Stuttgart, visite les labos de l'université de Stuttgart, il y avait plus de machines que d'étudiants, tout était neuf, brillant, propre, etc. Et je demande d'où vient l'argent, et ils m'ont rendu un seul mot, c'était Mercedes. C'est Mercedes qui payait absolument tout, les machines-outils, etc., dans ces labos de l'université de Stuttgart, parce qu'évidemment c'est à côté. Si on parle avec les collègues de l'université technologique de Berlin, enfin une des universités technologiques, ils vous répondront que c'est Wolfsburg, et qu'une grande partie de leur contrat, de leur financement, de leurs relations, c'est Volkswagen, qui n'est pas très loin, et qui interagit justement avec leur structure. Et quand on parle de Munich, là cette fois-ci c'est l'université technologique de Munich, et on essaie de voir un peu quelle est cette dimension régionale. Munich c'est Siemens, et c'est BMW. Alors en parlant avec nos collègues de l'incubateur de l'université technologique de Munich, avez-vous un propriétaire? Réponse oui, puisque c'est un incubateur privé dans l'université. Quels sont les actionnaires? Eh bien c'est simple, le principal actionnaire de l'incubateur privé dans l'université publique est une dame, je crois, qui est l'une des plus grosses actionnaires de BMW, par la voie familiale. C'est-à-dire qu'on est à la fois propriétaire de la plus grosse usine entreprise locale, et on est aussi copropriétaire de l'incubateur dans l'université, qui travaille bien sûr avec Siemens, qui travaille bien sûr avec BMW et les autres, au point que dans l'incubateur, ils sont pas mal sur des projets automobiles. Donc dimension régionale qui va se traduire par quantité de relations, y compris capitalistiques.
Si on regarde cette fois-ci, qui est propriétaire de ces incubateurs pour lancer des jeunes entreprises? Je disais que le Unternehmertum est privé, possédé par un certain nombre d'actionnaires, que paradoxalement, donc, ça fait que l'université va déléguer des programmes, des créations de cours, quantité de choses à caractère pédagogique à cette structure privée possédée par des actionnaires qui sont eux-mêmes des actionnaires des entreprises locales. Vous regardez par contre le modèle d'Oxford, avec notamment ISIS, qui est leur grande structure d'aide aux startups, et là vous constatez qu'ils ont le même modèle pour ce qui est du mode de gestion privé. Il faut que ça soit rentable, chaque action doit être rentable en soi. Par contre, l'université reste toujours propriétaire à Oxford de cet incubateur. Donc vous voyez, ici on a 2 incubateurs qui sont gérés sur un mode absolument privé et où la comptabilité c'est, sinon éviter les pertes, peut-être même faire des bénéfices, mais avec des actionnariats qui sont privés et ici publics. Là je vais passer. Ça donne aussi un regard différent. Skolkovo nous rappelait que ils ont 2 ans d'existence et qu'en même temps, ils ont des possibilités financières qui leur permettent de raccourcir les horizons en investissant plus, etc. Quand on regarde ce que sont les horizons temporels de Oxford pour leur incubateur et puis de Munich pour leur incubateur également, on s'aperçoit qu'ils ont des horizons temporels très très différents. Par exemple, Oxford a une logique comptable que les Britanniques appellent, je crois, le short-termism, le court terme, une priorité au court terme qui est une action doit être rentable dans le délai de l'action et sur un mode qui est quasiment un mode consultant, avocat, c'est-à-dire que vous téléphonez à votre avocat et vous lui parlez une demi-heure au téléphone, le compteur tourne, il vient de vous facturer une demi-heure. C'est un petit peu la psychologie qu'on retrouve des fois derrière ces structures britanniques, avec une teinture donc thatcherienne. Il faut que ça soit rentable. Si je fais quelque chose, il faut que ça me rapporte dans des délais relativement courts. Dans le cas allemand, nos collègues donc, de l'incubateur de Munich sont dans des logiques assez différentes. C'est-à-dire, oui, il faut que ça soit rentable, mais l'horizon, ça peut être plus loin. C'est-à-dire, on admet que telle action de coopération avec Paris, par exemple, sur un projet innovant et autres, c'est une perte, mais dans 2 ans, dans 3 ans, ça aura créé quelque chose de rentable. Donc l'horizon temporel est assez différent pour cet incubateur-là, et c'est dû notamment à ce que je disais, c'est-à-dire la propriété de cet incubateur qui est par des actionnaires familiaux, qui se disent, moi je veux que la structure soit viable à 5 ans, 10 ans, 15 ans, qu'elle regarde le long terme. BMW existe depuis un siècle peut-être, donc l'année qui vient n'est pas l'urgence. Il s'appuie aussi sur des structures, les Mittelstand, qui sont des entreprises de taille moyenne, un peu comme nous on a BIC et autres, vous voyez, des structures avec une famille, capacité d'exportation, et donc quand ils investissent, un peu Bolloré aussi, c'est investissement à 5 ans, à 10 ans, j'ai pas besoin que ça soit rentable au bout d'1 an. Et ça donne un autre regard sur l'aide aux startups. C'est plus le même horizon, c'est plus dans 6 mois, dans 1 an, etc. C'est on vous laisse maturer, et donc c'est pas nécessairement les mêmes projets. À Munich, on va avoir des projets dans l'automobile, dans les TIC aussi, alors que des projets automobiles ailleurs, quand l'horizon est de 1 an, bah, c'est difficile à rentabiliser. Et troisième élément aussi qui est assez paradoxal, c'est une anecdote, mais c'est l'importance pour les incubateurs de nos collègues allemands des foires industrielles. Il y a eu là, ça illustre un décalage culturel assez énorme. Donc vous voyez ici des rythmes industriels qui déterminent la politique et les choix de l'incubateur de Munich. Ici des choix qui sont plutôt issus du monde financier, puisque Oxford est centré sur ce qu'ils appellent le Venture Fest, qui chaque année est géré par une école de commerce de Oxford, et le grand rendez-vous des capital risqueurs. Donc, à la fois des horizons temporels de mode financier, mais un centrage autour du capital risque, etc. Donc, à nouveau, des rythmes de ceux du monde financier. Oxford est rythme de l'industrie financière, Munich plutôt l'industrie tout court en termes de rythme. Mais je disais, cette particularité des foires allemandes, elle se retrouve dans un dialogue qu'on a eu avec nos collègues de Munich, puisque donc chaque chercheur ou créateur d'entreprise de nos différentes structures ont été dans les foires industrielles ou des choses qui ont été organisées par l'autre. Et nos collègues de Munich nous ont envoyé après, on avait envoyé des gens à une foire industrielle qui s'appelle Materialica,
Ils nous ont envoyé ce petit questionnaire après, qui était pour nous une source d'incompréhension, de décalage culturel gigantesque. C'est-à-dire une foire industrielle, ça dure 3 jours. Vous avez des stands, vous avez etc. Et les questions qu'ils nous ont posées, c'est alors, combien avez-vous fait d'accords, de deals, dans les 3 jours concernés? Et ils précisent combien avez-vous vendu de nouvelles licences? Combien avez-vous vendu de nouveaux brevets? Mais pour un chercheur français, c'est une question qui est, même traduite en français, ça n'a pas beaucoup de sens. Si je demande à un chercheur français, déjà, combien avez-vous lu de brevets dans toute votre vie? Je ne suis pas sûr qu'on atteigne les 50%. Je parle vraiment brevet, le lire, toutes les pages, essayer de comprendre, on sera peut-être à 50%. Combien de licences avez-vous vendues dans votre vie, vous? Et imaginez-le derrière un stand à une foire industrielle. Le pauvre chercheur français, il y a eu pas longtemps le salon de l'emballage. J'imagine qu'il y avait assez peu de stands de chercheurs et des licences vendues, ça devait être... Donc, on s'est rendu compte ici qu'il y avait un décalage culturel gigantesque avec l'incubateur allemand. Et quand on a répondu, nous on ne fonctionne pas sur ce mode-là, on fonctionne sur un autre mode qui est, on ne va pas dans les foires industrielles existantes, on crée à chaque fois un nouvel événement. Et là, l'incompréhension, elle était dans l'autre sens. Ah bon? Vous créez un nouvel événement, mais il y a déjà des foires industrielles. Pourquoi est-ce que vous créez un nouvel événement? Le décalage, il était double. Alors, à partir de ça, quel est le modèle français qui essaye de ressortir un petit peu tout ça? Ceux qui n'existent plus déjà, jusqu'en 1791, quand une invention apparaissait, le roi pouvait donner un monopole à quelqu'un qui n'était pas un inventeur, mais qui était le meilleur industrialisateur possible. C'est quelque chose donc, qui a disparu en 1791 avec l'arrivée du brevet. Il y avait déjà des capital risqueurs, on donnait des subventions, tout existait déjà. Simplement, on donnait un monopole à quelqu'un qui était un bon industrialisateur. Deuxième modèle qui a disparu aussi en France, c'était le modèle de type école d'ingénieur, justement. C'est-à-dire, on identifie des besoins. Ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup géré, notamment fin de Louis XVI, Révolution, l'Empire. On identifiait des besoins. Ça allait vers quelqu'un qui était le gestionnaire de tous les besoins recensés. En l'occurrence, c'était souvent le patron du corps des ponts et chaussées ou le patron de l'Académie des sciences, Monge par exemple, qui identifiait des hypothèses. On lançait un grand programme d'études, de veille, d'analyse dans le monde entier. Il en sortait des programmes de recherche. Et donc, programme de recherche, création de laboratoire, création de prix. Monsieur disait tout à l'heure que vous lanciez des prix, et ce prix pouvait créer des laboratoires. C'est ce qu'on faisait à l'époque. Par exemple, Paris, les villes lumière, on a lancé tout ce qui était l'éclairage urbain, avec détectant les meilleurs, on leur donne un prix, enfin ils gagnent un prix parce qu'ils sont les meilleurs, et avec ce prix ils peuvent créer un laboratoire à l'intérieur des écoles d'ingénieurs, etc., etc. Et donc on s'appuyait sur également des industriels qui étaient choisis, subventionnés et autres. Ça a été supprimé. Par contre, c'est un système qui est parti en Russie, puisque l'un des principaux protagonistes, qui s'appelait Bettencourt, est parti à Saint-Pétersbourg en 1808, à la demande du tsar, et il a créé là l'équivalent, une école de ponts et chaussées, qui porte un autre nom là-bas. Et donc il a apporté tout ce modèle-là, je ne sais pas s'il a perduré, mais en France, en tout cas, il a disparu 10 ans plus tard. Troisième modèle qui a existé en France, le modèle un petit peu gaulliste, qui consistait à identifier des besoins. Le ministère mettait de l'argent, on lance des programmes, on lance des structures telles que le CEA, telles que le CNES, et ensuite on lance des industriels tels que Areva, tels que Aérospatial, etc., aujourd'hui EADS. Ça a disparu dans les années 90, remplacé par le modèle un peu start-up américain, donc avec les différents étages du capital risque et autres. Quand on regarde un petit peu les différentes euphories sur des nouvelles technologies, je pense à l'électricité vers 1890, je pense au moteur électrique quelques années auparavant, ça finit à peu près toujours par un crack. Donc c'est une relative constante, on l'a eu en 2002, et donc le modèle un petit peu américain s'est étiolé. À partir de là, on essaie de recréer un autre modèle. Ici, ça va être le modèle que Paritech essaye de créer. On a le plus gros incubateur en France pour les TIC, on a la plus grosse société de recherche sous contrat en France, et l'idée c'est de rapprocher les chercheurs et de rapprocher les créateurs, et de le faire avec 3 règles. La première, c'est la proximité. Donc essayer que la distance spatiale entre le créateur et le chercheur soit la plus courte possible. L'idéal, Romain prendra la parole après moi, c'est qu'il soit sur le même plateau, le même plateau.
Deuxième chose, subsidiarité. Les décisions de relation entre un chercheur et puis un créateur doivent être prises au niveau le plus bas. Il n'y a pas besoin de centraliser. Troisième chose, si un chercheur est meilleur en dehors de ParisTech, eh ben, il faut aider à ce qu'il y ait cette création. On ne va pas vendre un chercheur si ce n'est pas nécessairement le meilleur, au sens relationnel et autres. Pascal, qu'on essaye de faire, c'est de créer des relations avec le monde des inventeurs individuels, autodidactes si besoin. On vient de faire un événement dans le sud de la France, où il y avait d'ailleurs 3 exposants russes, une start-up de Moscou sur les technologies médicales, une autre dans le parapétrolier, et puis un inventeur individuel dans le secteur de la parfumerie. Donc on essaie de créer ces relations entre inventeurs et start-up. Là, ça a bien marché. Maintenant, ça va être récurrent dans les années qui viennent. Et essayer à partir de là de faire vivre ce vivier, puisque pour le moment, les incubateurs liés à ParisTech, c'est à peu près 800 créations depuis une quinzaine d'années, 800 startups qui sont parties, et un rythme mensuel d'environ 7 startups.